Bienvenue dans Africa Affaires, le magazine du business panafricain. Vous l'avez compris, c'est le 4e numéro qui reçoit Marianne Bathily, directrice générale IXP Région Afrique francophone. Bonjour Marianne Bathily. Bonjour Hamidou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Du Cap au Caire, vous avez 22 agences et puis vous êtes la directrice régionale Afrique francophone à la tête de 6 structures. Merci d'abord, merci d'être venu nous rencontrer. C'est vrai que nous sommes une agence, une PME d'abord. Et la caractéristique des PME, c'est souvent d'avoir tellement de choses à faire pour survivre que la communication vient vraiment au dernier moment. La communication et le recul sur soi-même. Donc, comme on dit, le cordonnier est toujours mal chaussé. Donc, merci de nous donner l'opportunité de nous raconter à travers cette interview. Donc IXP, pour en revenir à cette agence, c'est une agence de marketing et de communication dont le savoir-faire se situe plutôt sur le terrain, c'est-à-dire des promotions, des campagnes de promotion pour le changement de comportement et l'acquisition de nouveaux consommateurs. Donc c'est un service qui intéresse à peu près toutes les franges de la société, que ce soit de la communication en interne, que ce soit de la communication, je veux dire, de business to consumer, c'est-à-dire des sociétés de produits et de services qui veulent acquérir de nouveaux consommateurs, ou même nous avons 30% de notre business qui se trouve dans le marketing social, c'est-à-dire les changements de comportement pour l'acquisition de comportements qui sont pour le bien-être des populations. À ce moment-là, nous travaillons avec les gouvernements et les agences gouvernementales. Donc, grosso modo, nous sommes installés donc, dans toute l'Afrique. Nous sommes une PME panafricaine. C'est dire si c'est ambitieux. Au départ, nous sommes donc originaires d'Afrique du Sud. C'est une idée sud-africaine née avant la fin de l'apartheid, où il était à l'époque très audacieux de vouloir faire du business en direction des townships. Je dirais la société s'est d'abord développée par contagion naturelle dans les pays anglophones, donc une très grosse direction au Kenya qui gère un petit peu tous les pays limitrophes, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, etc. Et puis, et pour l'Afrique francophone et centrale, Dakar a été ouvert fin 99. Tout début 2000 je dois dire que bon, en 14 ans, donc nous rentrons dans notre 15e année, non seulement l'agence de Dakar a acquis une certaine maturité, mais en plus nous avons eu l'occasion d'ouvrir la Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun, le Gabon, etc. Donc les principaux pays d'Afrique francophone et dans lesquels nous avons des clients qui nous sont fidèles maintenant depuis des années. En tout cas, au Sénégal, vous vous êtes fait connaître par vos campagnes de communication dans la rue, le street marketing. Oui. Donc, pourquoi avoir opté pour ce type de communication? Tout le temps dans la rue avec des roadshows, par exemple. Alors, c'est ce qu'on appelle la communication de personne à personne parce que, très simplement, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on ait inventé pour l'Afrique, c'est souvent ce que les gens croient, mais en fait, le marketing de personne à personne existe partout. C'est-à-dire que c'est le moyen le plus sûr pour installer des nouveaux comportements parce que 80% de ce qu'on fait, 80% des décisions que l'on prend, qu'un être humain, où qu'il soit, prend, vient de conseils qui lui ont été donnés par des proches. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas la publicité qui nous fait, c'est peu la publicité à travers la télévision ou la radio qui nous fait adopter des comportements. Beaucoup plus sûrement, nous adopterons des comportements si notre meilleur ami, notre père, notre mère, quelqu'un en qui on a confiance, une personne, te dit « Ah, tiens, j'ai essayé ce nouveau produit, il est génial, essaye-le ». Okay, donc c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. 80% des décisions d'achat viennent du bouche à oreille. Donc en fait, nous, notre science, c'est d'activer ce bouche à oreille. Nous, notre savoir-faire se situe dans ce domaine. Donc comment activer le bouche à oreille à travers des groupes cibles. Donc effectivement, c'est plus cher.
C'est pour ça que, je veux dire, c'est un complément de communication. C'est généralement quelque chose, nos stratégies, c'est-à-dire nos campagnes sont utilisées en début de process quand il s'agit de démarrer l'usage et l'utilisation de produits. Et bien sûr, après, une fois qu'on a atteint une masse critique, la communication de masse vient faire le reste du travail. Dans les autres pays, qu'est-ce que vous faites? En tout cas, au Sénégal, on le sait. Donc, vous êtes très actifs avec vos, comme j'ai dit tout à l'heure, le street marketing. Vous êtes tout le temps dans la rue. Dans les autres pays, qu'est-ce que vous faites? Au Mali, par exemple? Alors, au Mali, on a des actions en fait, qui sont sporadiques, dépendant des besoins de nos clients régionaux. Donc, on a des opérations, on fait la même chose, c'est-à-dire que où que vous alliez dans la région francophone, si vous regardez EXP ou nos partenaires, ils feront la même chose, c'est-à-dire du street marketing, du roadshow, tout ce qui est changement de comportement. Et activation de la demande. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le street marketing. Il y a le street marketing, il y a le sponsoring, il y a les actions consommateurs, les promotions, les campagnes de sampling. Donc ça, c'est dans un premier domaine. Ensuite, on a également tout ce qui va être... les campagnes de sampling, c'est quoi? Les campagnes de sampling, ça veut dire qu'en fait, c'est pour faire goûter à grande échelle. C'est-à-dire que quand on a un nouveau produit, si on veut faire croire... des séances de dégustation. Des séances de dégustation à grande échelle. Donc c'est dès qu'on atteint plus de 5000 personnes, 6000 personnes, 10 000 personnes. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait une technique de dégustation de manière à pouvoir optimiser les outils, les gens et atteindre le plus de personnes possible dans les moments parfaits de consommation. D'accord. J'ai lu quelque part aussi où vous dites que les décisions stratégiques qui sont prises par la maison mère, donc au niveau des filiales, donc ces décisions sont adaptées, donc je veux dire au contexte local. Oui, bien sûr, parce que en fait, je sais qu'aujourd'hui encore malheureusement notre continent est considéré comme un bloc. On dit oui, cette société c'est développée en Chine, elle va commencer à avoir des antennes en Arabie ou au Turkménistan, et quand on arrive sur notre continent, on dit « et l'Afrique », comme si l'Afrique, c'était une espèce de magma peu délimité et qui partagerait surtout les mêmes caractéristiques. Alors que, je veux dire, nous qui sommes sur le terrain, on voit bien que travailler au Nigeria, travailler au Sénégal ou travailler au Kenya ou travailler en Angola, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que les business ne sont pas les mêmes, les règles de business ne sont pas les mêmes, les clients ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même, les langues ne sont pas les mêmes. Je veux dire, voilà, l'Afrique, c'est des dizaines de pays complètement différents. On peut avoir, par exemple, ne serait-ce qu'en prenant le cas du Sénégal, par exemple, et du Cameroun. Je veux dire, aujourd'hui, au Sénégal, une des grandes catégories de produits qui marchent, vous allez y trouver la téléphonie, bien sûr, qui est présente partout. Ensuite, vous allez avoir le tabac, parce que les Sénégalais fument beaucoup. Et vous allez avoir, par exemple, une catégorie, c'est le per capita vous avez des statistiques? Je ne peux pas vous les donner, mais si vous les cherchez, vous verrez que les statistiques de consommation de cigarettes, de tabac au Sénégal sont très élevées. Donc, par rapport au pays de l'UMOA, par exemple, si vous regardez les statistiques. Le Mali est très haut aussi, mais je veux dire, par exemple, si vous comparez avec le Cameroun, on est bien en avance sur la consommation de cigarettes au Cameroun. Et que donc, du coup, nous, en tant qu'agence, il faut qu'on s'adapte aussi. Des produits que vous maîtrisez bien, inspirés de votre portefeuille client, qui est constitué, si je peux le dire, à 80% de firmes multinationales, de grandes structures. Oui. Nous sommes en Afrique avec 65 millions de PME. Ces structures constituent 80% de notre tissu économique. Oui. Et selon une étude de la Banque mondiale, il nous en faudra 500 millions donc, pour faire de l'Afrique la première puissance économique planétaire à l'échelle
planétaire, je veux dire, à l'horizon 2050. Est-ce que vous, dans votre offre, dans la définition de l'offre, vous prenez en compte ces petites structures-là? Les PME? Les PME. Écoutez, je vais dire, moi, je pense que la caractéristique de la PME, c'est justement d'avoir du mal à pouvoir se permettre de déléguer. C'est-à-dire que dans la croissance d'une PME, la délégation des services en externe, sachant bien sûr que ces services vont être payants, c'est quelque chose de très difficile, en tout cas au démarrage. Donc, il se trouve que, je vais dire, je connais cette problématique de l'intérieur, puisque moi-même, j'ai été en train... voilà, je veux dire, je suis moi-même dans cette réalité. Donc, j'ai tendance à penser qu'il faut attendre que la PME ne soit plus une PME, réellement, et qu'elle ait une pérennité sur le long terme pour qu'elle puisse avoir besoin de services comme nous. Et la vocation finalement des PME, c'est de constituer un réseau de services autour des grandes entreprises. D'accord. Voilà. L'Afrique reçoit beaucoup d'événements, même le Sénégal, c'est un hub économique, donc il reçoit pas mal de rencontres d'affaires. Mais le constat est que c'est les autres qui l'organisent, donc c'est des agences de communication qui sont implantées hors du continent. Est-ce que nos structures, nos agences de communication ont la force de frappe financière qui permet par exemple d'organiser ces événements et puis le réseau de structures requis donc, pour organiser? Nous avons pas mal d'événements, le Salon international des mines, le New York Forum Africa, vous avez Mining Indaba qui est organisé en Afrique du Sud, mais à chaque fois c'est les autres qui l'organisent pour nous. Vous, comment vous l'analysez? Est-ce que vous, par exemple, vous êtes prêt à organiser ce genre d'événement? En ce qui concerne le Sénégal, le problème du Sénégal, c'est que nous n'avons que 12 millions d'habitants, nous sommes un petit pays. Or, pour avoir la logistique et les structures pour organiser ce type d'événement, il faut pouvoir en avoir très régulièrement. Donc, autant notre agence du Nigeria, par exemple, eh ben, ils peuvent organiser tout type d'événements de toute taille, du début à la fin, autant pour nous, par exemple, je veux dire, on a vraiment un problème de taille économique. Vous pourrez vous adosser, par exemple, sur l'agence du Nigeria pour organiser un grand événement. Oui, mais à ce moment-là, il y a des grands problèmes de transfert de matériel, de douane, de difficultés. Donc, et puis, en plus, je pense également qu'on est encore, donc je parlais toujours du problème de notre reconnaissance à nous-mêmes, je crois qu'il y a encore des choses où on ne s'estime pas capable. Nous dans nous. C'est-à-dire que nous dans nous, on estime que pour ça, il vaut mieux aller prendre quelqu'un qui vient d'ailleurs. On est sûr qu'il va faire ce qu'il dit et dire ce qu'il fait. Africafair est à présent terminé. Nous avons eu le plaisir de recevoir Marianne Bathily.